le 25 mai 2026. À Ouagadougou, une scène, apparemment ordinaire, a révélé une stratégie beaucoup plus profonde. Au ministère de l'Agriculture, des responsables entouraient une livraison chinoise évaluée à plus de 160 millions de francs CFA, tracteurs, semoirs, motoculteurs, batteuses, semences améliorées, engrais et équipements de contrôle de qualité formaient le cœur du dispositif. Mais, au même moment, d'autres matériels venus de Chine entraient également en service: véhicules blindés, mortiers, automoteurs, lance-roquettes, véhicules de commandement et camions militaires. 2 convois, 2 missions, un seul calcul politique. Pour Ibrahim Traoré, nourrir le pays et défendre le territoire ne sont pas deux objectifs séparés. Ils constituent les deux faces d'une même souveraineté. Un État ne peut pas se dire indépendant s'il dépend de l'extérieur pour produire sa nourriture, réparer ses machines, sécuriser ses routes ou protéger ses zones agricoles. C'est précisément cette faiblesse structurelle que son gouvernement cherche à réduire. La coopération avec la Chine devient alors un instrument. Non, une fin. Ibrahim Traoré n'a pas créé cette relation diplomatique. Rétablie en 2018. Il en a changé la fonction. Au lieu de limiter le partenariat à des cérémonies, des dons ou des contrats isolés, il tente de l'intégrer à un projet plus vaste: moderniser l'agriculture, renforcer l'industrie, ouvrir des marchés, améliorer les infrastructures et reconstruire les capacités militaires. Mais cette stratégie contient aussi un risque majeur. Le Burkina Faso peut-il utiliser une puissance étrangère sans devenir dépendant d'elle? Peut-il transformer des importations en compétences locales, des formations en expertise nationale et des équipements en capacité durable? Ou remplacera-t-il simplement une ancienne tutelle par une nouvelle? C'est là que le débat devient explosif. Les partisans de Traoré voient dans Pékin un levier permettant d'échapper aux conditionnalités occidentales. Ces critiques redoutent une nouvelle dépendance économique, technologique et militaire. Pourtant, la véritable réponse ne dépend pas seulement de la Chine. Elle dépend surtout des choix faits à Ouagadougou. Car un tracteur ne crée pas l'indépendance si personne ne peut le réparer. Une usine ne transforme pas l'économie si les techniciens restent étrangers. Un blindé ne garantit pas la souveraineté si les pièces, le carburant et la maintenance viennent toujours de l'extérieur. Derrière les livraisons de mai 2026 se dessine donc une bataille décisive, celle qui déterminera si Ibrahim Traoré utilise la coopération chinoise pour bâtir une puissance nationale, ou si le Burkina Faso reste enfermé dans une dépendance simplement rebaptisée. Pour comprendre la logique d'Ibrahim Traoré, il faut dépasser l'image simpliste d'un rapprochement entre Ouagadougou et Pékin. Son objectif n'est pas de remplacer une influence étrangère par une autre. Il cherche à utiliser les partenariats extérieurs comme des accélérateurs d'un projet intérieur beaucoup plus ambitieux. Chaque décision prise depuis son arrivée au pouvoir semble répondre à une même question. Comment réduire progressivement les dépendances qui empêchent le Burkina Faso de contrôler son propre développement? Cette vision apparaît d'abord dans le secteur agricole. Pendant longtemps, l'agriculture a été considérée comme une politique sociale destinée à soutenir les populations rurales. Sous Ibrahim Traoré, elle devient un enjeu de sécurité nationale. Un pays incapable de produire suffisamment de nourriture reste vulnérable aux crises, aux importations coûteuses et aux pressions extérieures. C'est pourquoi les équipements livrés en mai 2026 ne représentent pas seulement une aide matérielle, ils s'inscrivent dans un programme de coopération agricole déjà engagé depuis plusieurs années entre le Burkina Faso et la Chine. Les différentes phases de cette coopération ont introduit de nouvelles techniques de culture, des variétés de semences améliorées, des programmes de formation pour des milliers de producteurs, des projets d'irrigation, des laboratoires d'analyse des semences, ainsi que des initiatives destinées à améliorer la conservation après récolte. Pris séparément, chacun de ces projets semble limité. Ensemble, ils dessinent une stratégie cohérente visant à augmenter durablement la productivité agricole. Mais Ibrahim Traoré ne s'arrête pas à la production.
Son gouvernement insiste régulièrement sur une idée essentielle. Produire davantage ne suffit pas si la valeur ajoutée continue de quitter le pays. Récolter du coton n'est que la première étape. Transformer ce coton en fil, puis en tissu, avant de fabriquer des vêtements crée davantage d'emplois, de recettes fiscales et de compétences industrielles. La même logique concerne le sésame, le riz, la mangue ou les produits de l'élevage. Plus la transformation est réalisée sur le territoire national, plus la richesse reste au Burkina Faso. Cette orientation explique également pourquoi les infrastructures occupent une place centrale dans la stratégie gouvernementale. Une exploitation agricole performante ne peut pas prospérer si les routes sont dégradées, si les entrepôts sont insuffisants ou si l'électricité reste instable. Les investissements dans les infrastructures ne sont donc pas présentés comme des projets isolés, ils constituent les maillons indispensables d'une chaîne économique reliant les producteurs, les usines, les marchés nationaux et les débouchés internationaux. La Chine occupe une position importante dans cette équation. Grâce à l'ouverture progressive de son immense marché aux produits africains, Pékin offre une opportunité commerciale que peu de partenaires internationaux proposent à une telle échelle. Toutefois, cette ouverture ne garantit aucun succès automatique. Si le Burkina Faso continue d'exporter principalement des matières premières, l'essentiel des bénéfices liés à la transformation industrielle restera réalisé à l'étranger. Les exportations augmenteront peu, mais la structure économique changera très peu. C'est précisément cette différence qu'Ibrahim Traoré cherche à mettre en avant. Selon cette vision, l'objectif n'est pas seulement d'accéder à un marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs. Il s'agit de construire les capacités nationales permettant de répondre à cette demande avec des produits transformés localement. Une économie capable de fabriquer, de conditionner, de certifier et d'exporter ses propres productions possède une autonomie bien plus grande qu'une économie limitée à la vente de ressources brutes. Cependant, cette ambition soulève une difficulté majeure. Les usines nécessitent des ingénieurs. Les machines demandent des techniciens qualifiés. Les exportations exigent des normes de qualité, des laboratoires performants, des réseaux logistiques efficaces et des institutions capables d'accompagner les entreprises locales. Sans ces éléments, même les meilleurs accords commerciaux risquent de produire des résultats limités. C'est pourquoi Ibrahim Traoré présente régulièrement l'agriculture, l'industrie, les infrastructures, la formation technique et les échanges internationaux comme les différentes composantes d'un même projet national. Derrière chaque investissement apparaît une volonté de renforcer progressivement les capacités internes du pays. Mais cette stratégie économique se heurte rapidement à une autre réalité. Aucun développement durable n'est possible si les routes restent sous la menace permanente des groupes armés. Si les zones rurales demeurent instables et si les chaînes logistiques peuvent être interrompues à tout moment, c'est cette contrainte sécuritaire qui va donner une nouvelle dimension à la stratégie du président burkinabé. Mais aucune stratégie économique ne peut produire des résultats durables si le territoire reste fragmenté par l'insécurité. Pour Ibrahim Traoré, la modernisation agricole, l'industrialisation et le développement des infrastructures ne peuvent avancer que si l'État retrouve sa capacité à protéger les populations, les axes routiers et les zones de production. C'est précisément à cet endroit que la dimension militaire rejoint la dimension économique. De nombreux observateurs réduisent la coopération sino-burkinabé à une succession de livraisons d'armes. Cette lecture est pourtant incomplète. Les équipements récemment intégrés par les forces armées burkinabées ne se limitent pas à accroître la puissance de feu. Ils répondent à une logique opérationnelle beaucoup plus large, améliorer la mobilité, renforcer la protection des soldats, sécuriser les convois logistiques et maintenir une présence plus efficace dans des régions où les groupes armés exploitent depuis des années les faiblesses de l'État. Les véhicules blindés, destinés au transport des troupes, doivent permettre de réduire les pertes lors des déplacements. Les véhicules protégés contre les mines cherchent à répondre à l'une des menaces les plus fréquentes dans le Sahel, les engins explosifs improvisés. Les mortiers automoteurs, les systèmes de roquettes et les véhicules de commandement
visent quant à eux à améliorer la coordination des opérations et la capacité de réaction sur un terrain particulièrement vaste. Cependant, Ibrahim Traoré sait qu'aucune technologie ne peut, à elle seule, inverser le rapport de force. Un blindé immobilisé, faute de pièces détachées, devient inutile. Un système d'artillerie moderne perd toute efficacité sans renseignements fiables, sans communication sécurisée, sans équipage correctement formé et sans une chaîne logistique capable d'assurer le ravitaillement. La véritable modernisation militaire ne consiste donc pas à acheter du matériel, elle consiste à construire un système capable de maintenir ce matériel en état de fonctionnement pendant des années. Cette réflexion rejoint directement sa vision de la souveraineté, dépendre d'un fournisseur étranger pour chaque réparation. Chaque pièce ou chaque intervention technique reviendrait à déplacer la dépendance sans la supprimer. C'est pourquoi les programmes de formation et les échanges techniques prennent une importance comparable à celle des équipements eux-mêmes. L'objectif affiché est de permettre aux spécialistes burkinabés d'acquérir progressivement les compétences nécessaires pour assurer eux-mêmes la maintenance et la gestion et, à terme, une partie de la production industrielle liée à la défense. Cette stratégie répond également à une réalité économique souvent ignorée. Les agriculteurs ne peuvent exploiter leurs terres si les attaques les obligent à abandonner leur village. Les transporteurs ne peuvent livrer leurs marchandises si les routes restent dangereuses. Les investisseurs hésitent à construire des usines lorsque les chaînes d'approvisionnement sont constamment menacées. Autrement dit, chaque progrès économique dépend d'un minimum de stabilité sécuritaire. Pour les soutiens d'Ibrahim Traoré, la sécurité devient ainsi une condition préalable au développement. Ses opposants, en revanche, craignent qu'une priorité excessive accordée au secteur militaire ne détourne des ressources indispensables à d'autres domaines. Ce débat accompagne désormais chacune des décisions prises par le gouvernement. Faut-il investir davantage dans les blindés ou dans les écoles, renforcer les capacités militaires ou accélérer les programmes industriels? En réalité, la stratégie, présentée par Ouagadougou, refuse cette opposition. Elle considère que ces investissements doivent avancer simultanément, car chacun dépend du succès de l'autre. C'est précisément cette articulation entre sécurité, production et souveraineté qui constitue aujourd'hui le cœur du projet politique porté par Ibrahim Traoré. Pourtant, plus cette stratégie gagne en visibilité, plus elle suscite des interrogations à l'échelle internationale. Les partenaires étrangers, les institutions financières et plusieurs gouvernements occidentaux commencent à s'interroger sur les conséquences à long terme de cette nouvelle orientation. Derrière les discours officiels apparaît alors une question beaucoup plus sensible. Cette coopération renforcée avec la Chine prépare-t-elle une véritable transformation du Burkina Faso? Ou ouvre-t-elle la voie à une nouvelle forme de dépendance? À mesure que cette stratégie prend forme, une question domine les débats bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ibrahim Traoré est-il en train de construire un nouveau modèle de souveraineté africaine? Ou simplement de remplacer une dépendance historique par une autre? Cette interrogation revient dans les analyses diplomatiques, les rapports économiques et les commentaires médiatiques. Pourtant, elle ne peut être comprise qu'en examinant les mécanismes qui se cachent derrière les accords signés avec la Chine. L'une des critiques les plus fréquentes affirme que le Burkina Faso risque de tomber dans une nouvelle relation de dépendance. Les entreprises chinoises participent à la construction d'infrastructures. Les fabricants chinois fournissent des équipements agricoles. Les industries de défense chinoises livrent du matériel militaire. Les échanges commerciaux avec Pékin progressent rapidement, pris séparément. Chacun de ces éléments peut sembler bénéfique, mais réunis, ils alimentent la crainte qu'un seul partenaire concentre progressivement une influence déterminante sur plusieurs secteurs stratégiques. Cette inquiétude ne peut être écartée d'un simple revers de main. L'histoire économique montre que de nombreux pays sont restés dépendants de partenaires étrangers malgré des investissements importants. Lorsque les technologies, les financements, la maintenance et les compétences essentielles demeurent contrôlées par des acteurs extérieurs, la souveraineté reste incomplète, même si les infrastructures se multiplient.
Ibrahim Traoré tente justement d'éviter ce scénario. Sa logique consiste à transformer chaque partenariat en source d'apprentissage plutôt qu'en relation permanente d'assistance. Dans cette perspective, les équipements ne représentent qu'une première étape. Le véritable objectif est d'obtenir un transfert progressif des compétences, de développer une main-d'œuvre qualifiée, de renforcer les entreprises nationales et d'encourager l'émergence d'ingénieurs capables d'assurer eux-mêmes la maintenance, l'amélioration, puis, à long terme, la fabrication d'une partie des technologies utilisées dans le pays. Cette vision explique également l'importance accordée à la transformation locale des ressources naturelles. Pendant des décennies, le Burkina Faso a principalement exporté des matières premières, tandis que les activités de transformation industrielle étaient réalisées ailleurs. Or, c'est précisément cette transformation qui génère la plus grande partie de la valeur économique, transformer le coton en textile, le sésame en produits alimentaires finis ou les ressources agricoles en marchandises exportables permet de conserver davantage de richesses, de créer des emplois qualifiés et de renforcer les recettes publiques. Mais cette ambition ne pourra produire des résultats que si plusieurs conditions sont réunies simultanément. Les usines ont besoin d'une alimentation électrique stable. Les exportateurs doivent disposer d'infrastructures logistiques fiables. Les entreprises locales nécessitent un accès au financement. Les centres de formation doivent préparer des techniciens et des ingénieurs capables de répondre aux besoins industriels. Enfin, les administrations publiques doivent être en mesure de négocier des contrats transparents protégeant les intérêts nationaux. Les critiques occidentales ne portent pas uniquement sur les questions économiques. Certaines concernent également l'endettement. Plusieurs analystes estiment que des projets d'infrastructure financés par des emprunts peuvent devenir difficiles à rembourser si les revenus attendus ne se matérialisent pas. Cependant, la question essentielle n'est pas l'existence de la dette elle-même, mais l'utilisation qui en est faite. Une dette consacrée à des investissements capables de générer de nouvelles richesses peut soutenir la croissance. À l'inverse, des financements consacrés à des projets peu productifs risquent d'alourdir durablement les finances publiques. La coopération militaire suscite elle aussi un débat complexe. Les partisans du gouvernement rappellent qu'aucune politique de développement ne peut réussir si les populations continuent de fuir les violences et si les routes demeurent sous la menace permanente des groupes armés. Les critiques répondent qu'une modernisation des forces de sécurité doit toujours s'accompagner de professionnalisme, de transparence et du respect du droit. Ces deux approches ne sont pas forcément incompatibles. La sécurité favorise le développement, tandis que la confiance des citoyens renforce l'efficacité de cette sécurité. Finalement, le véritable enjeu dépasse largement la relation entre Ouagadougou et Pékin. La question fondamentale est de savoir si le Burkina Faso sera capable de transformer les opportunités offertes par ses partenaires étrangers en capacités nationales durables. Ce ne sont ni le nombre de contrats signés, ni la quantité d'équipements reçus qui détermineront le succès de cette stratégie. Ce seront les résultats obtenus dans 10 ou 20 ans. Des industries capables de fonctionner de manière autonome. Des ingénieurs burkinabés remplaçant progressivement les experts étrangers, des entreprises locales intégrées aux chaînes de production et une économie créant davantage de valeur sur son propre territoire. C'est précisément cette perspective qui prépare la dernière étape de l'analyse. Celle où l'ensemble de la stratégie d'Ibrahim Traoré sera confronté à l'épreuve décisive de l'histoire. À ce stade, une évidence commence à s'imposer. Le véritable défi d'Ibrahim Traoré ne consiste plus simplement à obtenir davantage d'investissements, de matériel agricole ou d'équipements militaires. Le défi consiste à transformer ces ressources en une capacité nationale capable de fonctionner sans dépendre continuellement de l'assistance extérieure. C'est précisément sur ce point que son projet sera jugé dans les années à venir. Prenons l'exemple de l'accès préférentiel offert par la Chine aux exportations africaines. Pour beaucoup, cette ouverture représente une occasion historique. Pourtant, un marché accessible ne garantit pas automatiquement le développement. Si le Burkina Faso continue d'expédier principalement du coton brut, du sésame, non transformé ou d'autres matières premières, la plus grande partie de la richesse
continuera d'être créée dans les pays qui assurent la transformation industrielle. Les revenus agricoles progresseront peu, mais les emplois qualifiés, les technologies et les bénéfices les plus importants resteront ailleurs. À l'inverse, si ces mêmes ressources sont transformées localement avant leur exportation, l'impact économique devient totalement différent. Une usine textile ne produit pas seulement des vêtements. Elle crée des emplois pour des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, des logisticiens, des transporteurs et des fournisseurs locaux. Elle génère également des recettes fiscales, encourage l'innovation et stimule la création d'autres entreprises capables d'intégrer la chaîne de production nationale. Cette logique dépasse largement le secteur agricole. Elle concerne également les ressources minières, les produits alimentaires, les matériaux de construction et l'ensemble des activités industrielles que le gouvernement souhaite développer. Chaque étape supplémentaire, réalisée à l'intérieur du pays, augmente la valeur ajoutée captée par l'économie nationale. C'est précisément cette accumulation progressive de compétences, de savoir-faire et d'investissement qui peut transformer une économie d'exportation de matières premières en une économie industrielle. Cependant, cette évolution ne dépend pas uniquement des partenaires étrangers. Elle exige une profonde transformation des institutions nationales. Les centres de formation doivent produire des techniciens qualifiés. Les universités doivent former davantage d'ingénieurs. Les banques doivent soutenir les entrepreneurs locaux. Les administrations doivent garantir un environnement réglementaire stable et transparent. Les infrastructures énergétiques doivent fournir une alimentation fiable aux entreprises. Sans ces fondations, même les meilleurs partenariats internationaux risquent de produire des résultats limités. Cette réalité explique pourquoi Ibrahim Traoré insiste régulièrement sur la notion de capacité productive. Pour lui, la souveraineté ne se mesure pas uniquement au nombre de discours politiques ou à la signature de nouveaux accords diplomatiques. Elle se mesure à la capacité d'un pays à produire, réparer, transformer, exporter et innover par ses propres moyens. Autrement dit, la véritable indépendance ne se construit pas uniquement dans les palais présidentiels, mais aussi dans les exploitations agricoles, les ateliers, les laboratoires, les écoles techniques et les usines. Les critiques continuent pourtant de souligner les risques. Certains estiment que les ambitions industrielles pourraient se heurter au manque de capitaux, à la faiblesse des infrastructures ou aux difficultés sécuritaires persistantes. D'autres rappellent que plusieurs pays ont déjà tenté de lancer des programmes similaires sans parvenir à rompre durablement avec les modèles économiques hérités du passé. Ces réserves montrent que le succès du projet n'a rien d'automatique. Les soutiens du gouvernement répondent qu'aucune transformation historique ne peut être obtenue sans prendre des risques calculés. Selon eux, attendre des conditions parfaites reviendrait à accepter indéfiniment le statu quo. Ils considèrent que la diversification des partenariats internationaux, l'investissement dans les capacités nationales et la recherche d'une plus grande autonomie économique constituent précisément les conditions nécessaires pour modifier progressivement la trajectoire du pays. Au fond, le débat dépasse désormais la seule question des relations avec la Chine. Il concerne la manière dont un État africain tente de redéfinir son modèle de développement dans un environnement international marqué par la concurrence entre grandes puissances. Ibrahim Traoré cherche à démontrer qu'un partenariat extérieur peut devenir un levier de transformation plutôt qu'un facteur permanent de dépendance. Reste une interrogation essentielle. Lorsque les historiens regarderont cette période dans plusieurs décennies, verront-ils le début d'une véritable renaissance économique ou seulement une nouvelle tentative inachevée? C'est cette dernière question qui conduit naturellement au bilan final de toute cette stratégie. Tout au long de cette analyse, une même idée revient sans cesse. La stratégie d'Ibrahim Traoré ne peut pas être évaluée uniquement à travers les accords conclus avec la Chine, les livraisons de matériel ou les déclarations diplomatiques. Ces éléments ne représentent que des moyens. L'objectif véritable est beaucoup plus ambitieux: construire un Burkina Faso capable de produire davantage de richesses, de protéger son territoire, de transformer ses ressources naturelles et de réduire progressivement les dépendances qui ont longtemps limité son développement. Dans cette vision,
Chaque secteur joue un rôle complémentaire. L'agriculture doit garantir la sécurité alimentaire. L'industrie doit conserver davantage de valeur ajoutée à l'intérieur du pays. Les infrastructures doivent relier les producteurs au marché. Les établissements de formation doivent préparer une nouvelle génération de techniciens et d'ingénieurs. Les forces armées doivent sécuriser les territoires afin que les activités économiques puissent se développer durablement. Aucun de ces piliers ne peut réussir isolément. Leur efficacité dépend de leur capacité à fonctionner ensemble. C'est précisément cette approche globale qui distingue le projet présenté par Ibrahim Traoré. Pour ses partisans, la souveraineté ne se limite plus à un principe politique. Elle devient une capacité concrète à produire, réparer, et, 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 exporter et innover sans dépendre systématiquement de décisions prises à l'étranger. Pour ces critiques, le risque demeure que cette ambition se heurte aux réalités économiques, aux contraintes financières ou aux équilibres géopolitiques qui continuent de peser sur le Burkina Faso. La réponse n'existe pas encore. Elle sera donnée par les résultats obtenus au fil des années. Les observateurs regarderont si les usines annoncées continuent de fonctionner, si les agriculteurs produisent davantage, si les ingénieurs burkinabés remplacent progressivement les experts étrangers, si les entreprises locales gagnent en compétitivité et si la sécurité permet réellement aux populations de reconstruire leurs activités. Ce sont ces indicateurs, bien plus que les cérémonies officielles, qui mesureront la réussite ou l'échec de cette stratégie. Une certitude apparaît, néanmoins. Les débats actuels dépassent largement le cas du Burkina Faso. Ils concernent l'ensemble du continent africain et la manière dont les États peuvent utiliser les partenariats internationaux pour renforcer leurs propres capacités plutôt que pour entretenir de nouvelles formes de dépendance. Le parcours choisi par Ibrahim Traoré constitue ainsi un test observé bien au-delà des frontières nationales. L'histoire n'a pas encore rendu son verdict. Mais une chose est déjà claire, la souveraineté durable ne s'achète pas. Elle se construit progressivement, grâce aux compétences, aux infrastructures, aux industries, aux institutions et aux femmes, et aux hommes capables de transformer les opportunités extérieures en force intérieure. C'est cette bataille de long terme qui façonnera l'avenir du Burkina Faso et qui déterminera si la stratégie portée par Ibrahim Traoré restera un symbole politique ou deviendra une transformation durable du pays.